Et j'ai la joie d'appeler Emmanuelle Pollack, qui est historienne, qui est chargée de mission à l'Institut national d'histoire de l'art. Et ses recherches portent sur le marché de l'art à Paris sous l'occupation. Elle a publié Les carnets de Rose Valland aux éditions Fage en 2011 avec Philippe Dagen. Et également, elle a participé à l'édition critique du Front de l'art, défense des collections françaises, 1939-1944, de Rose Valland aux éditions de la RMN et du Grand Palais en 2014. Nous attendons avec impatience, pour tout vous dire, sa thèse de doctorat qu'elle va soutenir bientôt à Paris 1 et qui donnera évidemment lieu à un grand livre, je l'espère, dans la foulée. Merci beaucoup, chère Laurence. Merci, Scarlett. Merci, Alice, de cette invitation à venir présenter mes travaux de recherche. Aujourd'hui, mon propos va être de vous emmener sur les traces de cette œuvre, Femme au profil devant la cheminée, 1937, d'Henri Matisse. Les recherches de provenance permettent d'étudier la chaîne de transfert de propriété d'une même œuvre. Vous nous l'avez montré, monsieur, ce matin, je vous remercie infiniment. Et elle nous offre des jalons de transfert de propriété. Quelques connaissances en histoire des spoliations artistiques pendant la Seconde Guerre mondiale invitent à la plus grande prudence concernant les questions de provenance des œuvres achetées sur le marché de l'art à Paris ou également en France lors de ce conflit. Des zones d'ombre peuvent subsister dans l'historique de la chaîne de transmission de propriété d'une œuvre d'art. Son origine est alors considérée comme étant douteuse. Il est donc crucial de pouvoir déterminer le cas échéant une provenance exempte de tout soupçon. C'est-à-dire qu'il s'agit d'établir scientifiquement la traçabilité des propriétaires successifs de l'œuvre d'art. Or, démêler le vrai du faux 75 ans après les événements est un exercice qui peut s'avérer complexe et délicat. Et je vous propose donc de partir de ce cas bien précis et de définir avec vous ce matin un protocole de recherche de provenance participant bien évidemment pleinement de la matérialité de l'œuvre, thème qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Mais avant de commencer, il s'agit également d'appréhender ce temps historique en ayant bien à l'esprit les paradigmes de ce marché de l'art parisien pendant la période de l'occupation allemande et sous État collaborationniste. Le fait est avéré, le marché de l'art à cette époque a été florissant. Chère Laurence, vous nous l'avez indiqué et précisé dès 1986. Les transactions d'œuvres d'art, nous le savons, sont des valeurs refuges dans cette période de crise et les tableaux que l'on préfère de petite taille, représentant des paysages ou des silhouettes de femmes, font florès dans les circuits traditionnels des ventes, que ce soit les galeries d'art, mais également les salons ou bien encore les maisons de vente. L'euphorie de ce marché de l'art est aussi le reflet d'un afflux de marchandises qui peuvent être issus de spoliations artistiques de personnes de confession juive ou bien considérées comme étant, j'ouvre les guillemets bien évidemment, de race juive, suivant les lois infâmes de Vichy et suivant les ordonnances allemandes. C'est ainsi que très volontairement, et j'ai envie de dire nécessairement, je positionne sur cette question délicate le nœud d'exploration de mes recherches. La galerie de Paul Rosenberg au 21 rue La Boétie s'installe dans le 8e arrondissement en 1908. Paul Rosenberg, très vite, va développer un flair incroyable et la programmation des expositions qu'il va présenter révèle l'ambition et l'enthousiasme de ce marchand. Il aime faire alterner les peintres de l'avant-garde de son sérail, Braque, Léger, Picasso, Matisse, tout comme les grandes figures de l'art français du XIXe siècle. Et quelles que soient les expositions proposées à la galerie du 21 rue La Boétie, elles sont toujours des événements.
Ici, je vous présente une image issue de la documentation du musée d'Orsay. Et je veux rappeler ici à quel point c'est un plaisir de travailler à la documentation du musée d'Orsay, à quel point la bibliothèque nous offre également une richesse pour constituer ces recherches de provenance. Ici, lors de l'exposition de l'année 1937, sont présentées les œuvres récentes d'Henri Matisse, du 1er au 29 juin, chez, bien évidemment, Paul Rosenberg. Et j'attire votre attention sur cette huile de Matisse, en bonne place dans l'exposition, réalisée dans les premiers jours de mars 1937 à Nice, 81 cm de hauteur, 60 cm de largeur, titrée à cette date, profil bleu devant la cheminée. Lydia Delektorskaya, modèle favori de Matisse, y est représentée, vêtue d'une robe de taffetas bleu, ornée d'une collerette et d'un jabot d'organdi blanc. Je dois cette anecdote à Wanda de Guébriand, qui m'a révélé que la robe aurait pu être faite par Lydia elle-même. Et le modèle est assise de profil dans un fauteuil ocre. La scène, sous le pinceau de Matisse, prend place devant une cheminée dont le manteau accueille des bouquets de soucis. Le numéro d'inventaire de l'œuvre est le 3789 dans le stock commercial de la galerie Rosenberg. Vous avez ici extrait l'inventaire du stock commercial de la galerie de Paul Rosenberg, là encore, issue de la documentation d'Orsay, véritablement riche, comme je viens de le dire, et qui possède un fonds de la galerie Paul Rosenberg. Également ici, le système Rosenberg, où sont notifiés, là encore le numéro, l'œuvre et le titre de l'œuvre, et puis ici, une mention importante, Paris, le stock, et une photographie. Paul Rosenberg, pour mettre à l'abri ces tableaux d'un bombardement éventuel, avait, dès la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne, le 3 septembre 1939, fait mettre à l'abri quelques 200 tableaux dans le sud-est de la France, en Gironde, à Floirac-la-Souille, près de Bordeaux, dans une propriété appelée Le Castel, qu'il avait louée dès novembre 1939 et habité quelques 6 mois avec sa famille. Or, lors de l'été 1940, commence à Paris une vaste opération de confiscation des biens artistiques appartenant aux familles juives ou considérées comme telles, et tout d'abord exercée par l'ambassade d'Allemagne, avant que la mission ne soit confiée très rapidement à un état-major dénommé Einsatzstab des Reichsleiter Rosenberg, que j'appellerai désormais par son acronyme ERR. Les œuvres d'art confisquées pour la grande majorité, comme je viens de le dire, aux familles juives, sont regroupées à partir du 1er novembre 1940 dans le discret musée... Pardonnez-moi. Dans le discret musée du musée du jeu de paume des Tuileries, et il est dirigé par le conservateur André Desarrois, secondé dans sa tâche par la célèbre et fameuse attachée de conservation Rose Valland. En l'absence du conservateur pour cause de maladie, Rose Valland se voit confier la responsabilité des collections du musée ainsi que la maintenance du bâtiment. Et c'est donc sous ses yeux que s'installe l'ERR et à l'automne 1940 sont emmenés depuis l'ambassade de l'Allemagne et également les 3 salles séquestres du Louvre, 450 caisses qui vont être inventoriées et déposées au musée du jeu de paume. Le pillage de la collection de Paul Rosenberg intervient dans 3 endroits différents. Tout d'abord, en juillet 1940, au 21 rue La Boétie, puis au Castel à Floirac, et sur dénonciation, nous en avons la preuve maintenant, dans un coffre-fort de l'agence de la Banque nationale pour le commerce et l'industrie, situé au 20 rue Montesquieu à Libourne. Traqué, Paul Rosenberg a
bien évidemment quitté la France précipitamment le 17 juin 1940, non sans avoir, là encore, pris un soin extrême à déposer ces tableaux, 162 tableaux, dans un coffre de la Banque nationale du commerce et de l'industrie de Libourne. Parmi ces 162 tableaux, 33 œuvres de Picasso, 18 de Matisse, donc, dont Femme au profil devant la cheminée, 15 Braque, 13 Marie-Laurencin, 10 Renoir, 8 Corot, 7 Bonnard, 6 Sisley, 5 Courbet, 5 Manet, 5 Utrillo et 3 Vuillard. Le coffre de Libourne est ouvert par effraction le 28 avril 1941, en présence des autorités occupantes, et le 6 mai 1941, un inventaire est minutieusement dressé par le directeur de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. Alors, suis-je passé ? Voilà. Vous avez ici l'estimation par M. Rogano des œuvres d'art appartenant à Paul Rosenberg consignées dans le coffre de Libourne. C'est un document de travail exceptionnel pour l'historien chercheur de provenance, puisqu'il nous donne ici le nom de l'artiste, mais également la date de réalisation de l'œuvre, les dimensions. Les dimensions sont aussi très importantes lorsque nous sommes amènes de redemander ou de demander la restitution d'une œuvre. C'est souvent très important, elles sont déterminantes. Le titre et ici une estimation de l'œuvre, estimation ridiculement basse, souhaitée et réalisée par Rogano selon le vœu des nazis, et l'œuvre est à peu près 7 à 8 fois moins importante, la valeur de l'œuvre est 7 ou 8 fois moins importante qu'elle ne l'était en 1939. Ici, là encore, l'ordre donné par M. Braumüller de ouvrir le coffre de Libourne et de transposer le 5 septembre 1941 le contenu du coffre, le transporter à Paris au musée du Jeu de Paume. Ici, l'œuvre va tout de suite être fichée. Parvenue au Jeu de Paume, elle va recevoir donc une fiche d'inventaire. Là encore, c'est excessivement précieux. Nous avons ici un numéro d'inventaire PR pour Paul Rosenberg, numéro 28. Ici, le nom de l'artiste, la date de réalisation, Frau am Kamin, Femme et la cheminée. Ici, des mesures qui nous permettent de bien identifier également l'œuvre, une date d'arrivée au musée du Jeu de Paume, et ici, la signature des 2 historiennes de l'art qui travaillent au service de l'ERR présent au musée du Jeu de Paume. Il s'agit donc de Madame Helga Eggemann et Madame Anne-Marie Tomford. L'œuvre a certainement été entreposée dans la salle des martyrs dénommée par Rose Valland comme étant une salle dédiée à l'art considéré comme judéo-bolchevique. En effet, les œuvres d'art considérées comme par l'idéologie nationale-socialiste comme appartenant à un art dit dégénéré ne peuvent absolument pas être transférées sur le territoire du Reich. Aussi, les considérations idéologiques vont être supprimées pour des considérations d'ordre commercial et des pratiques d'échange vont être opérées. Ainsi, les dignitaires nazis vont pouvoir enrichir leur collection à moindre coût en opérant des pratiques d'échange. Et c'est ainsi que je vous montre ici des images assez édifiantes de la venue d'Hermann Göring au musée du Jeu de Paume. Il est salué à l'entrée par le colonel von Baer, qui est le membre responsable de l'état-major de pillage au musée du Jeu de Paume. Et ici, en visite devant les œuvres exposées au CIMES du Jeu de Paume, d'expositions qui ont été réalisées pour la venue toute spéciale de Hermann Göring.
Ici, donc, une image qui présente ces pratiques d'échange, image particulièrement intéressante pour l'histoire du goût, où elle nous oppose ici le port d'Anvers de Jan Bruegel, qui a été présenté par un marchand d'art pour lequel Göring veut se porter acquéreur et en échange desquels il donnera 1, 2, 3 et 4 Matisse puisés de la salle des martyrs, confisqués à la collection Paul Rosenberg. Ici, je me suis livrée donc à un jeu d'identification de ces œuvres, savoir exactement quels avaient été leurs transferts de propriété lorsque on les présente à Göring me semble absolument nécessaire. Et je suis allée les chercher actuellement encore. Donc la première œuvre est Femme aux Marguerites de 1939 et la deuxième est présentée est La danseuse au tambourin. Très dernièrement, je me suis livrée à cette identification. J'avais vraiment peu d'informations, mais en travaillant là encore avec Wanda de Guébriant des archives Matisse, nous avons pu ici isoler une feuille de rhododendron que je prenais au préalable pour une chevelure et retrouver cette œuvre qui est une femme à la robe persane. Et puis ici, rechercher ces œuvres actuellement aux États-Unis et essayer d'identifier un petit peu leur fiche de provenance, où nous avons eu l'indication qu'elle était en 1931 encore dans la collection de l'artiste, puis passée chez la Galerie Pierre, chez Joseph Hessel, et enfin chez la collection Rosenberg en 1937, et rentrée dans la collection du Musée américain en 1966. Compte tenu de la photographie que je vous ai montrée précédemment, il était très important de combler véritablement ce gap. C'est ce qui a été fait et je me suis permise d'envoyer mes recherches au musée qui a été ravi de les inclure dans les recherches de provenance qui sont présentées maintenant sur leur site. Ici, les marguerites, également aux États-Unis, et toujours des recherches de provenance excessivement lacunaires, puisque nous passons ici en 1983, et il a été très important de retravailler sur les ventes grâce à un projet qui a été réalisé à l'Institut national d'histoire de l'art de la numérisation de 3000 catalogues de ventes, dont la majeure partie des ventes ont été réalisées entre 1940 et 1945, qui sont actuellement sur le site du portail numérique de la bibliothèque de l'INHA et qui, nous l'espérons, sert beaucoup aux recherches de provenance à la fois en France et en Allemagne. Le contrat de l'échange a été également trouvé et il s'agit d'un échange qui a eu lieu le 10 mars 1942, Femme au profil devant la cheminée. Un autre Matisse qui n'est pas identifié, c'est encore un autre. Un portrait de femme de Modigliani, un portrait d'une jeune fille d'Auguste Renoir, le tout estimé à 100 000 francs, sont cédés, quand je dis cédés, je devrais plus exactement dire échangés, contre une huile que je vous présente ici, du XVIe siècle, d'un anonyme florentin représentant la Sainte Famille. Au sein du musée du Jeu de Paume s'est développé, et je l'ai observé, un marché parallèle. De nombreux marchands français, j'ai pu identifier certaines filières, sont présents. Il y a des marchands français, il y a également des marchands allemands. Parmi eux, l'heureux attributaire de femmes au profil devant la cheminée est le marchand allemand Gustav Horlitz, qui très vite va vendre, mais nous n'en avons pas trace pour le moment, si ce n'est cette indication, va vendre cette œuvre au marchand français Paul Pétrides, qui très vite va s'empresser de le vendre à Henri Bénézit. Dans cette longue liste de transferts de propriété, nous avons encore des zones grises, des zones pour lesquelles nous
devrions encore travailler, sur lequel nous devons essayer d'obtenir des informations. Mais force est de constater que nous avons retrouvé en 1951 trace de cette œuvre. Dans les circonstances ont voulu que Niels Onstad, un armateur et collectionneur norvégien, devienne l'acquéreur de femmes au profil devant la cheminée. L'œuvre a été localisée à New York en 1951 grâce à un bordereau d'assurance. Je vous la présente donc ici, avec, là encore, une valeur d'assurance bien supérieure à ce qui avait été proposé lors de l'inventaire Rogano. Et dès 1956, Niels Onstad lie son destin à la patineuse olympique Sonja Henie. Ce couple célèbre, à la tête d'une véritable fortune et d'une belle collection d'œuvres d'art, ouvre en 1968, au sud de la capitale norvégienne, une fondation à leurs deux noms, le Henie Onstad Kunstsenter. Je dois vous dire auparavant que Paul Rosenberg a poursuivi son activité de marchand de tableaux sur la 57e rue à New York. Et lorsqu'à la fin de la guerre, il revient, il part sur les traces des œuvres spoliées, aidé en cela par ses deux frères, Léonce Rosenberg, marchand d'art également, et Edmond, et que était revendiquée l'œuvre dont je vous parle depuis quelque temps. Cette œuvre, en 1958, n'est toujours pas retrouvée. Vous voyez qu'elle est toujours en déshérence dans la liste des tableaux qui ont été spoliés à Libourne et qui n'ont pas été récupérés. Paul Rosenberg décède le 29 juin 1959. À la veille de sa disparition, on note toujours 8 œuvres de Matisse non localisées et a fortiori non récupérées. Entre 1960 et 1963, le chef-d'œuvre de la fondation Henie Onstad, Femmes au profil devant la cheminée, est prêté à des institutions muséales plus de 17 fois. Ça m'invite à partager avec vous ce sentiment qui est de dire que puisque l'œuvre est prêtée à la fois en Europe et il n'y a pas de crainte des époux Henie Onstad ni même le moindre doute que cette œuvre ait été entachée de lésions, de spoliation. Pour eux, ils ont acquis une œuvre dans les années 50 et cette œuvre peut être prêtée. Ils en sont très fiers. Ils le présentent et ils affichent même l'ancienne provenance, collection Paul Rosenberg, Paris. L'œuvre est prêtée à Oslo, elle est prêtée également à Göteborg, elle est prêtée à Stockholm, à Essen, à Hambourg, à Stuttgart, à Francfort. Elle est également prêtée en Suisse, à Basel, à la Tate Gallery. Elle passe bien sûr les frontières, elle passe les douanes. Elle est également présentée à Paris, au Musée d'art moderne de la ville de Paris, du 27 avril au 27 mai 1962. Également à Vienne, en juillet 62, à Édimbourg, à Liverpool, à La Haye, à Genève et également ici, je vous le présente au musée d'art moderne Louisiana à Copenhague. Un instant sur le revers de l'œuvre. Nous allons y revenir bien sûr cet après-midi. C'est véritablement important et les cadres des œuvres nous offrent, nous, chercheurs de provenance, des informations extraordinaires et sur lesquelles nous nous jetons avec un appétit féroce. Il s'agit ensuite d'aller récupérer les catalogues d'exposition et d'aller vérifier si ces informations sont exactes. C'est ainsi que nous avons ici une première indication d'exposition à Nice,
vérifié par le catalogue. L'œuvre est donc bien présentée à Nice en juillet 1994, au sein même du musée Matisse. La provenance est indiquée ici. Il s'agit maintenant d'une provenance Henny Onstad Kunstcenter d'Oslo. Elle est également présentée à la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen à Düsseldorf, d'octobre 2005 à février 2006. Là encore, il s'agit tout simplement de vérifier également la provenance, qui est toujours une provenance du Henny Onstad Kunstcenter. Et puis également en 2008-2009 à la Stadtgalerie de Stuttgart, présentée là encore avec la même provenance. Puis, bien plus tard, Femme au profil devant la cheminée vient enrichir les simèses de l'exposition intitulée Matisse, Père et série, présentée au Centre Pompidou du 7 mars au 18 juin 2012. La présence de cette œuvre dans cette exposition devient le catalyseur d'une série d'interrogations soulevées par la communauté scientifique. La Fondation Henny Onstad se retrouve face à la nécessité de faire la lumière sur les zones d'ombre de la provenance de son chef-d'œuvre lors de la période de la Seconde Guerre mondiale. Très vite, la directrice Tone Hansen vient à Paris à la suite de la publication le 3 mai 2013 d'un article du Monde intitulé « Les tribulations d'un Matisse sous la plume de Philippe d'Agen ». Questionnée par l'opinion publique norvégienne et devant l'accumulation des preuves, très vite, moins d'une année après une première rencontre à Paris, la décision est prise par le président Halvor Stadvold de la Fondation Henny Onstad de restituer l'œuvre le 21 mars 2014 aux ayants droit Rosenberg. Je vous montre ici une photo très forte dans ce face-à-face de Tone Hansen, directrice de la Fondation Henny Onstad, qui a vraiment travaillé avec nous de façon très concertée, qui est venue plusieurs fois à Paris. Nous sommes allés ensemble vérifier les archives. Nous y avons vraiment travaillé de concert. C'était véritablement agréable. Et ici, Christophe Marinello, qui représente les intérêts de la famille Rosenberg dans sa branche américaine. Pour conclure, la France est un des États signataires de la conférence de Washington de 1998. Cette conférence est applicable aux œuvres confisquées par les nazis. La France doit suivre également, et elle le fait, les préconisations de l'ICOM, et plus particulièrement sa résolution numéro 8, rendue lors de l'Assemblée générale du 6 juillet 2001. Pour autant, je profite de la tribune offerte aujourd'hui pour rappeler avec force que les recherches de provenance, en développant un corpus de connaissances connexes à la documentation de l'œuvre, créent toujours une valeur ajoutée pour les institutions muséales, et que cette valeur ajoutée peut être guidée et doit être guidée par une quête de vérité historique. Je vous remercie.